retour sur ce plateau des Poitiers eSport Meeting, là, avec un Désiré qui, je le pense, veut prendre ma place. Effectivement, il est encore là. Voilà, Désiré pour cette nouvelle table ronde. Bon, tu le sais, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi quand même, à mes côtés. Plaisir partagé. Ah, ça me fait plaisir. Cette table ronde, donc dernière table ronde de cette troisième édition donc, des Poitiers eSport Meeting, avec cette fois en thématique l'eSport, vecteur de l'inclusion et de la diversité. À tes côtés, Désiré, il y aura en lead Christine Fichokev, représente Collège des joueurs et clubs associatifs France eSport, Christine que nous avons eu en interview il y a quelques minutes. Jennifer Lufo, freelance en marketing de jeux et consultante en diversité, afro-gameuse, pareil, on l'a eu en interview il y a aussi quelques minutes. Lamua, directeur éditorial vidéo, Unify Group, les numériques. Et enfin, toi, Désiré, qui est avec nous en présentiel, et on a de la chance. Vraiment, même si on aurait eu de la chance d'avoir les autres quand même, hein, je ne vais pas te mentir, mais malheureusement, on n'a eu que toi. Voilà, donc t'es le moins cher. Bon, ça fait rien, Désiré, ça fait rien. Donc cette fois, je laisse le lead à Christine pour cette table ronde, je le rappelle, sur la thématique l'e-sport, vecteur de l'inclusion et de la diversité. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour les prochaines interviews après cette table ronde. Merci beaucoup, merci. Du coup, on va tout de suite commencer parce que ce sujet est très vaste. L'idée, c'est bien sûr de reposer la question de l'e-sport, vecteur d'inclusion et de diversité. Jusqu'à maintenant, on l'a vu dans les interviews et dans les autres tables rondes, on a pu évoquer qu'aujourd'hui, l'e-sport est un écosystème ouvert, qui se développe et qu'aujourd'hui, on a une vision de l'e-sport et de ses joueurs. Souvent, on voit les mêmes types de joueurs, ce qui n'est du coup pas le cas autour de cette table ronde, puisqu'il n'y a pas de personnes, alors je dirais hommes, cis, blancs, non racisés, tout ça. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, pour rendre l'écosystème e-sport plus ouvert et diversifié, on a vu quand même des initiatives naître. Notamment, Jennifer en porte l'une d'entre elles, mais jusqu'à maintenant, on a vu surtout des initiatives axées sur la mixité femmes-hommes, avec par exemple Moving Games qui est très impliqué, ou sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap avec Cap Game. Et je peux citer effectivement à l'échelle internationale NIK qui œuvre pour proposer des outils afin d'avoir une communauté e-sport plus diversifiée et ouverte à tous. Mais aujourd'hui, on constate quelque chose, c'est qu'on ne traite pas de toute la diversité dans son ensemble. Et un sujet qui est revenu assez récemment avec les mouvements Black Lives Matter et Stop Asian Hate, c'est la question de la diversité dite ethnique. Et notamment, on a vu au moment de ces deux mouvements un soutien indéfectible des acteurs de l'e-sport sur ces deux mouvements a montré qu'effectivement, la communauté e-sport, elle est ouverte à tous. Et c'est en cela que, du coup, on va discuter pendant à peu près 40 minutes avec nos intervenants sur comment, dans l'écosystème e-sport, on peut traiter de cette question. Est-ce que l'e-sport a un rôle à jouer sur la question de la diversité et de l'inclusion? Et voilà, j'espère que vous êtes prêts, tout le monde. Du coup, super. Du coup, pour commencer, une question très simple. Pourquoi parle-t-on si peu de diversité donc ethnique dans l'écosystème e-sport et jeux vidéo? Et j'aimerais d'abord t'entendre, peut-être toi, Désiré. Alors oui, alors le pourquoi du comment, je ne sais pas. En tout cas, c'est un fait, hein. Effectivement, c'est un sujet qui est pas, alors surtout en France, qui est pas vraiment abordé, en tout cas beaucoup moins que dans d'autres pays comme aux États-Unis où c'est un vrai sujet. Je pense qu'en France, la question de la diversité ethnique met toujours tout le monde mal à l'aise, hein. On sait que par exemple qu'on peut pas, pour plein de raisons, comptabiliser la couleur de peau ou l'origine ethnique de tel ou tel avec les outils statistiques dont on dispose. Donc je pense que tout ça a installé une sorte comment on va appeler ça, mouchoir sur l'assiette, et que du coup, dès qu'on aborde le sujet, ça met toujours tout le monde mal à l'aise. Et moi, c'est vrai que ça fait 20 ans que je suis dans l'e-sport et que c'est jamais un sujet qui est
aborder facilement, ouvertement. On va pouvoir parler du handicap, on va parler des seniors, on va parler de la mixité. Mais dès qu'on parle de la diversité ethnique, on sent bien qu'on touche à des sujets qui sont un peu particuliers. Bon, après, quels sont les moyens de faire évoluer tout ça? Je pense qu'on aura le temps de l'aborder au cours de cette table ronde. Oui, c'est sûr. Et du coup, je vais passer avec toi, Jennifer. Tu as monté Afrogameuse, justement, en partie pour montrer plus de femmes streameuses avec afrodescendantes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter cette association? Et justement, est-ce que c'était en réaction avec les récents mouvements Black Lives Matter ou Stop Asian Hate, peut-être même avant? C'est une idée, Afrogameuse, c'est une idée que j'avais déjà en tête depuis plusieurs mois avant de la créer parce que moi, je joue depuis vraiment mon enfance et que le manque de représentation dans le gaming de manière générale, je le voyais et j'ai grandi avec. Donc ça m'avait toujours dérangé, mais j'avais jamais mis des mots là-dessus. J'avais jamais parlé de manque de représentation, j'avais jamais parlé de diversité, j'avais jamais parlé de diversité même ethnique. C'est juste que moi j'ai grandi vraiment avec un malaise parce que effectivement dans les personnages que je jouais, je voyais que certaines représentations étaient un peu biaisées, on va dire, que certaines représentations n'existaient pas du tout aussi, que j'avais pas non plus de modèles existants autour de moi, de personnes qui ont évolué dans cet univers. Et c'est vraiment parce que j'ai créé Afrogameuse au départ parce que je me sentais seule, parce que j'avais l'impression d'être un peu une anomalie, parce que c'est ce qu'on me faisait me ressentir en tant que femme noire qui s'intéresse aux jeux vidéo. Mon entourage était un peu en mode qu'est-ce que tu fous? Enfin, t'es pas vraiment ce à quoi on pense quand on parle du gamer lambda. Et j'avais envie d'aller un peu fouiller et de voir s'il y avait d'autres femmes à l'extérieur qui me ressemblaient et qui avaient les mêmes centres d'intérêt. C'est vraiment comme ça que c'est né. Et puis après, l'envie de faire plus et de faire avancer les choses. Et bon, on peut même dire que dans ce cas-là, depuis que tu as créé Afrogameuse, tu en as rencontré beaucoup et beaucoup d'autres femmes afrodescendantes qui sont dans le même cas que toi et c'est super chouette. Lame, toi comme moi, on est d'origine asiatique, en tout cas. Dans notre cas, j'ai l'impression que c'est un peu différent. En tout cas, si je dois parler de mon expérience personnelle, on est un peu plus facilement représenté dans le milieu du jeu vidéo, dans le milieu e-sport, parce qu'on a une grosse scène asiatique. Comment toi, tu le perçois, justement, cette diversité ethnique dans l'écosystème e-sport? Alors, c'est vrai que c'est un bon point parce que le cas asiatique, comme on pourrait le dire, qui reflète aussi des choses de la société, où on a vu que, comme disait Désiré, les questions ethniques, les questions raciales sont souvent des questions taboues, et notamment en France, où c'est beaucoup plus tabou que dans d'autres pays où c'est débattu ouvertement. Et moi, toute ma vie, avant d'être un gamer en tant qu'être humain, on m'a souvent dit que les Asiatiques, genre, c'était un peu les immigrés ou un peu parfaits, genre sans histoire. Vous voyez. Donc c'était une sorte de racisme, on va dire, bienveillant. Et c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup ressenti en tant que joueur, qui est genre, le jeu vidéo, c'est un truc d'asiatique. Tu vois, genre, comme ça vient du Japon, vu que tu es asiatique, c'est pareil, etc. Et donc, c'est naturel de voir un asiatique, même si moi, je suis vietnamien, sino-vietnamien, et que le jeu vidéo au Vietnam est beaucoup moins développé qu'en France, par exemple, et qu'il est beaucoup moins développé que dans plein de pays. Donc, c'est vrai que la question de la représentation ethnique des Asiatiques en tant que continent, elle n'a jamais vraiment posé problème, mais aussi, je pense, pour des raisons qui ne sont pas aussi positives qu'on pourrait l'imaginer. Après, en général, il y a dans le jeu vidéo et dans l'e-sport, il y a cette question de la diversité ethnique, mais qui, je pense, n'a pas été beaucoup posée. Longtemps aussi, parce que la question un peu brûlante, on va dire, c'était une question de mixité d'abord. Et puis derrière, je pense aussi que le jeu vidéo, et notamment l'e-sport, en théorie, avait ce côté un peu universel de il suffit que tu joues en ligne ou avec des gens et il n'y a pas vraiment de barrière, ça fait tomber des barrières. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça, mais je pense qu'on a longtemps été là-dedans avec des questions qui semblaient plus urgentes ou plus évidentes donc, sur la reconnaissance de l'e-sport en général, donc les gamers et les geeks, la reconnaissance des femmes par rapport aux hommes. Et effectivement, maintenant, il y a la question, et il y a d'autres questions qui vont suivre. Mais effectivement, je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a jamais trop parlé, notamment en France, de la question ethnique, notamment de la diversité dans l'e-sport.
Effectivement, je pense que c'est une question qui arrive de plus en plus dans l'actualité. Comme tu as dit, il y a eu des initiatives portées sur la mixité femmes-hommes, sur l'accessibilité, voilà, sur des thématiques peut-être moins touchy. Et justement, tu parlais du fait que du jeu vidéo était censé être accessible à tous. Vous, dans vos différents rôles dans l'e-sport, avez-vous eu des difficultés, avez-vous ressenti une difficulté à rentrer dans l'écosystème e-sport? Moi, quand je suis allée à mes premiers tournois en tant que joueuse amateur Super Smash Bros, j'ai senti la seule discrimination que j'ai sentie, c'était en tant que femme asiatique, plutôt cette fétichisation de ma tête et de mon corps. Mais en dehors de ça, j'ai joué à peu près comme tout le monde. Est-ce que comment vous l'avez vécu en tant que joueur, pour toi, Lame, je vais continuer avec toi, que caster et de créateur de contenu, entre autres? Alors, évidemment, pour moi, c'était hyper naturel, puisque, comme tu le dis, en fait, je coche toutes les cases du privilège, donc je n'ai aucune barrière, je n'ai jamais ressenti aucune barrière, et là où j'étais, c'est-à-dire que, effectivement, je suis un mec avec de la tchatch, qui a la confiance d'un mec, je suis hétéro, cis, etc. Et en plus, effectivement, je suis pas blanc, mais je suis asiatique, qui est une ethnie qui, justement, pour plein de raisons historiques, est vachement associée aux jeux vidéo. Donc le fait de voir un gars asiatique se lancer dans l'e-sport, donc moi en tant qu'analyste ou entrepreneur ou caster ou autre, en fait, ça n'a jamais été une question autour de ça, quoi. Et je n'ai jamais eu à me poser la question. Et effectivement, je me suis posé la question quand j'ai vu d'autres personnes qui galéraient plus, qui devaient justifier plus, qui devaient expliquer plus ou qui devaient plus soutenir des regards, des interrogations parfois innocentes, mais souvent maladroites. Et voilà. Mais de mon côté, en tout cas, vraiment zéro barrière. Ok. Je vais passer du coup de ton côté, toi Jennifer, comment toi tu l'as vécu? Tu disais que tu te sentais seule avant d'avoir créé Afro Gameuse. Maintenant que tu portes un tel projet, quand même qu'on entend parler, prochainement tu vas organiser un meeting sur Paris pour Afro Gameuse. Voilà, comment tu le vis toi? Alors pour moi, donc pour répondre à la question concrètement, je ne sais pas s'il est plus difficile d'intégrer l'e-sport quand on est une minorité ethnique. Moi, ce que je sais, c'est que par contre, effectivement, il existe des freins quand on est une minorité ethnique et encore plus quand on est une femme. Je pense que quand on est une minorité, forcément, et juste qu'on soit très clair sur ces termes-là, ce qui se passe dans l'e-sport et ce qu'on vit en tant que minorité, c'est juste un reflet de ce qu'on vit dans la vraie vie. Donc, tout ce qui se passe, c'est juste un reflet de la société de toute façon. Moi, c'est comme ça que je le prends. Donc, ce n'est pas une attaque envers l'e-sport ou le monde du jeu vidéo. C'est plus voilà, des constatations par rapport à ce qu'on vit dans la vraie vie qui se répercutent après dans ce milieu-là. Je pense qu'on a plus de chances d'effectivement faire face à des discriminations, donc dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'embauche ou pour trouver un appartement, etc. Donc quand on veut entrer dans ce secteur, je pense que c'est quelque chose qu'il faut forcément prendre en compte. On trouve des personnes racistes dans la vraie vie, on va les trouver aussi dans le monde du jeu vidéo. C'est normal. Je pense aussi que parfois, les minorités ethniques, elles font parfois largement partie des classes sociales moins aisées. Et donc, des fois, il y a aussi moins d'accès aux jeux vidéo. Il y a des contextes familiaux qui sont défavorables à ça, à s'investir pleinement dans ce type d'activité. Il y a le coût des consoles, il y a le coût pour s'investir et pour exceller en fait dans ce domaine-là. Donc, c'est aussi une question d'argent, de moyens, hein, clairement. Je pense qu'en tant que femme, il y a aussi un frein qui est celui de l'éducation, c'est-à-dire qu'on est éduqué à pas forcément s'intéresser au milieu du jeu vidéo, ni forcément, encore moins à l'e-sport en fait, puisque c'est un milieu qui est compétitif après tout, et en tant que femme, on n'est pas forcément éduqué à être compétitive non plus. Il y a évidemment des exceptions, et toi tu en fais partie Christine, mais je pense que de base, c'est pas forcément un milieu vers lequel on va naturellement. Sauf si on persévère et que voilà, on a aussi la chance de tomber sur les bonnes personnes, les bons contacts, les bons moyens pour y arriver. Sans oublier que l'image de la personne qui est un joueur e-sport pro,
c'est l'image d'un homme qu'on a souvent quand on a en tête. Pardon, j'arrive pas à parler là. L'image du gamer lambda, c'est un gamer, c'est un homme, c'est pas une femme. Donc il y a aussi ça. Et effectivement, quand on mixe un petit peu les deux, bah, on voit qu'il y a des accumulations de freins en fait. Et ça me fait penser aussi, là c'est un cas un peu plus récent, mais il y a eu la fête des mères qui a eu lieu ce week-end, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça, et j'ai vu qu'il y avait PlayStation qui avait fait un spot publicitaire, enfin en tout cas un post sur les réseaux sociaux où il disait en gros bonne fête des mères, en ne citant que les mères grâce à qui, les mères qui viennent nous embêter quand on est en train de jouer une partie et qui nous disent de mettre pause, les mères qui nous parlent de Nintendo alors qu'en fait on joue à la Play, enfin en gros pas mal de choses qui reviennent comme ça, et effectivement ces mères existent, mais à aucun moment ils n'ont adressé les mères qui jouent, comme si en fait cette image du joueur c'est forcément les garçons, et l'image de la mère associée aux jeux vidéo c'est jamais une joueuse. Du coup, je pense qu'il y a ça qui est aussi ancré dans nos imaginaires, en fait. Et pour en revenir aux cultures, à l'ethnicité, je pense aussi que les familles, elles vont pas forcément conseiller à leurs enfants de s'intéresser à ce type de carrière. Elles vont plutôt leur dire voilà, d'aller vers des métiers plus stables ou plus sérieuses si ils considèrent que travailler dans l'e-sport, c'est un métier. Parce que là encore, c'est un accès à la connaissance de cet univers, c'est un accès à savoir si l'e-sport, c'est vraiment une option, en fait, pour les personnes qui ont envie d'évoluer là-dessus. Alors, on le voit. Hein. Pardon, je t'ai coupé, mais encore une fois, peut-être le manque de modèles qui forcément revient toujours. C'est quelque chose qui revient systématiquement dans ces questions-là. C'est le manque de modèles de réussite et le manque de représentation qui, pour moi, sont un frein de conséquences par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait. Et la question de la parentalité vis-à-vis de l'e-sport est ultra intéressante. Malheureusement, on ne pourra pas la traiter ici, mais je serais un jour ravie de pouvoir parler de parentalité et d'e-sport avec toi, Jennifer, à un autre moment. Je suis pas maman en plus, mais je m'intéresse à Non, mais on a tous nos mamans ou nos papas. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire des tournois e-sport, j'en parlais à mes parents anecdotiquement parlant. Ils ne savaient pas du tout de quoi ils parlent. Je pense que là, actuellement, s'ils me voient faire la table ronde sur Twitch, je pense qu'ils sont totalement perdus. On ne sait jamais. Désiré, toi, ça fait super longtemps que tu es dans le milieu de l'e-sport. Tu as fait un témoignage sur comment tu es rentré dans le milieu de l'e-sport aussi au moment de ton interview. Si tu devais historiquement parler un petit peu de l'évolution des représentations des minorités entre quand tu as commencé et maintenant, comment tu l'analyserais? Qu'est-ce que tu en dirais? Je dirais qu'il n'y a pas eu trop d'évolution en fait. Non, mais moi Ou toi, par rapport en tant qu'organisateur de tournoi, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir dû te justifier à un moment donné de qui tu étais, de ta posture ou pas au final? Moi, alors si je prends mon cas personnel, ça m'a bien arrangé parce qu'au moins quand j'allais dans des séminaires ou de conférences, on me repérait tout de suite. Donc ça c'était assez pratique. C'est comme dans mes premiers tournois Smash Bros. Je veux dire, on cherchait une fille, j'étais toute seule. Voilà, quoi. C'est ça. Bon voilà. Donc, si vous cherchez Désiré, c'est le black là. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, oui, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup évolué. Hein, si vous regardez dans l'univers de l'e-sport et des jeux vidéo. Alors je précise surtout dans l'univers PC. Compétition PC, parmi les organisateurs, même si vous regardez les photos de famille, il n'y a pas beaucoup de diversité ethnique, en tout cas sur la partie africaine ou afrodescendante, comme on dit. On trouve plus facilement, évidemment, des Occidentaux, des Asiatiques, voire maintenant le Moyen-Orient qui se réveille, donc on commence à en voir pas mal qui arrivent. Mais on a encore ce problème-là, aussi bien au niveau des joueurs d'ailleurs qu'au niveau de l'encadrement et des organisateurs. Donc pour être franc, je n'ai pas aujourd'hui l'impression que les choses aient beaucoup évolué dans les grandes organisations. Par contre, il y a de nouvelles organisations qui émergent directement sur le continent africain. Et ça, j'espère que ça permettra de rétablir un peu l'équilibre. Mais voilà, donc s'il fallait dire quelque chose aujourd'hui, c'est que de par mon parcours, j'ai toujours eu cette sensation d'être tout seul. Et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui choque les gens. J'ai pas l'impression que
les organisations soient conscientes que ça peut être un problème. Voilà, donc peut-être qu'il y a un travail à faire pour faire évoluer les choses, parce que ça me paraît quand même un peu fort de café de penser qu'il n'y a pas autant de talent pour encadrer l'organisation d'événements e-sport PC que dans le monde de la console ou que dans le monde en général, quoi. C'est un peu une petite frustration, j'avoue, hein, que je porte depuis des années de ne pas voir les choses évoluer dans le bon sens de ce côté-là. Bah, c'est vrai, et puis Jennifer l'a dit tout à l'heure, la question de l'accessibilité des scènes en fonction du matériel qu'il faut mettre dedans. Ouais. Si on devait faire un petit jeu là, de citer des personnes racisées et professionnelles dans le milieu de l'e-sport, aujourd'hui on pourrait en citer 5. Je pense que 5, là si on se met à 4, on arriverait à en sortir Et puis 5. on sait quasiment toutes de quel type de jeu elles viennent. Et effectivement, Voilà. déjà, la console, c'est un luxe d'avoir une console de jeu. Et en même temps, c'est beaucoup plus accessible de pouvoir jouer à plusieurs sur une console que de jouer à plusieurs sur un PC. Et effectivement, on l'a vu, notamment dans les scènes de jeux de combat, qui sont déjà des scènes avec une immense diversité parce que les jeux de combat sont des jeux peu gourmands où on peut jouer à 2 sur le même écran sur des consoles de certaines générations. Ça permet beaucoup plus de diversité ethnique et de brassage, moins de barrières de classe et de barrières de revenus. Où effectivement, aujourd'hui, avoir un PC performant qui fait tourner un jeu dans des bonnes conditions, avec une chambre dédiée, le temps, etc. Quand on est jeune, il faut avoir des moyens quand on a, on va dire, moins de 20 ans pour se lancer à fond là-dedans. Et de l'autre côté du spectre, ce qui est intéressant, c'est que le téléphone est intéressant parce que le téléphone est en train de remplacer le PC de manière plus accessible. Comme le PC, c'est une forme de commodité, tout le monde en a un. Mais aujourd'hui, on voit notamment en Asie du Sud-Est où les gens jouent surtout sur tactile et sur mobile. C'est aussi une nouvelle forme d'accessibilité qui permet à des gens qui ont peu les moyens d'avoir de toute façon un téléphone dont ils ont besoin sur lequel ils peuvent jouer. Et c'est une piste qui est très intéressante. Mais c'est vrai que longtemps, comme tu disais Jennifer, comme tu disais Désiré, vu que le jeu vidéo est aussi la communauté du jeu vidéo est un miroir de la société telle qu'elle, on revoit des pyramides et des hiérarchies qui se recréent naturellement. Et effectivement, quelqu'un pourra toujours te dire oui, mais je connais une personne qui effectivement fait exception. Mais d'un point de vue systémique, évidemment, ce sont des choses qui sont très, 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 très claires et qui se voient très clairement. Et comme dirait Désiré, elles n'ont pas énormément évolué, surtout de ce côté-là. Et il y a ce côté aussi, des fois, se retrouver être un peu, justement, la caution. Donc, tu peux être Exactement. la caution meuf, tu peux être la caution racisée, tu peux être la caution woke ou ce que tu veux d'un tournoi. Et tout d'un coup, tout le monde autour de toi a bonne conscience. Et sans qu'encore une fois, ces gens-là soient méchants ou ouvertement racistes, mais ce sont des biais, évidemment, qui fait que tout le monde est rassuré en disant « c'est bon, on a coché toutes les cases ». C'est fait, du coup on est arrivé, c'est ça le truc, c'est bien, on peut y aller. Et effectivement, bon, là on attaque le level 2 de la quête principale, on va dire. Et pour certains, Ouais. ils ont pensé affronter le dernier boss. C'est sûr. Et j'imagine, et puis malheureusement, comme tu disais, on n'est pas encore, c'est pas encore gagné. On pourrait encore citer pendant longtemps tout l'écosystème, en plus IRL, c'est-à-dire en LAN, en vrai, on rencontre peu d'actes racistes. Dans les tournois et on ne voit pas quelqu'un aller insulter direct. Bon, moi, j'ai eu l'occasion d'y assister à peut-être un ou deux dans mes 10 ans d'e-sport, mais je veux dire, jamais personne va insulter quelqu'un gratos avec des insultes racistes, pardon. Mais en ligne, ça, c'est beaucoup plus présent. Et ça, il y a besoin de travailler encore là-dessus. Alors, Twitch, la plateforme, commence à mettre en place des choses. Il faut aller encore au-delà. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu des choses qui sont mises en place pour permettre d'avoir des tournois plus diversifiés et plus inclusifs. Et je vais d'abord te demander, Jennifer, de parler de ton rôle de consultante diversifiée dans le monde du jeu vidéo et peut-être dans le monde de l'e-sport. Peux-tu nous parler de ton métier ? Oui, alors c'est pas mon métier principal, c'est-à-dire que mon activité principale, c'est vraiment de travailler dans le marketing du jeu vidéo. Mais en fait, c'est venu naturellement, effectivement, depuis la création d'Afrogameuse, que des studios de jeux vidéo me contactent pour en fait échanger parce qu'ils ont envie de créer des jeux vidéo, ils ont envie de créer des personnages, des univers forcément plus inclusifs. Donc je pense qu'il faut aussi en parler, il faut en parler de ces entreprises, ces studios qui font la démarche en fait de faire mieux et de vouloir faire évoluer les choses parce que clairement, sans la participation de l'industrie, il n'y a rien qui change. Et effectivement, quand ils viennent vers moi, c'est vraiment pour les aider, pour leur donner mon avis en tout cas sur la conception, la diversité de leurs personnages, sur les histoires, pour éviter qu'il y ait des stéréotypes qui soient perdurés en fait dans leur conception.
Et pour revenir sur ta question de comment rendre les tournois plus inclusifs, il se trouve qu'effectivement, je suis en train d'organiser des tournois alors à petite échelle. En plus, c'est la première fois que je vais faire ça cet été. Et justement, la vocation des tournois que moi j'ai envie d'organiser, je veux qu'ils soient inclusifs, je veux que ce soit des tournois où on va voir cette diversité. Ça va être des tournois qui vont être dédiés aux femmes et aux minorités, donc ils sont inclusifs en ce sens, mais ils seront ouverts à tout le monde parce qu'il n'y a pas à faire de ségrégation en ce sens-là. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, si on veut que plus de minorités ethniques s'intéressent à ces milieux-là, il faut aussi les adresser en fait. Il faut aussi leur montrer que vous êtes là, on vous invite vous spécifiquement aussi. On le sait que spécifiquement les femmes, on a un peu plus de mal à se sentir légitime en plus de s'intéresser à ces milieux-là. Je pense que c'est très très important en fait d'adresser directement ces personnes-là pour les faire sentir les bienvenus. Et c'est pour ça qu'on a organisé ce type d'événement et je trouve ça top qu'il existe quelques ressources déjà, notamment de la part de Francis Sport qui a mis en place certaines choses pour aider à rendre l'e-sport un peu plus inclusif. Et puis, on a aussi la chance d'être dans un écosystème qui est assez soudé, je trouve. On parle beaucoup, on s'entraide beaucoup. Donc, moi, j'ai la chance de pouvoir aller vers différentes associations, différents contacts pour m'aider dans l'organisation de ces futurs tournois. Oui, effectivement, on voit de plus en plus d'initiatives de tournois, alors parfois fermés, parfois ouverts, pour rendre les tournois plus inclusifs. Moi, je sais, dans le milieu Smash, on a des fois des meet-up LGBTQIA pour montrer montrer que tout le monde peut être là, des Smash Sisters, donc c'est des tournois que entre femmes. Mais en tout cas, avoir de plus en plus de ces initiatives qui naissent rendra, je pense, la communauté beaucoup plus inclusive et diversifiée. Pardon. Lame, tu as travaillé pendant longtemps proche du milieu de l'e-sport, dans le milieu de l'e-sport même. Tu as animé une émission, Le Scale, où parfois vous parliez des comportements des joueurs. Penses-tu aujourd'hui que les joueurs doivent avoir un rôle? Jennifer le disait tout à l'heure, la question des rôles modèles dans l'e-sport. Penses-tu que les joueurs doivent vraiment prendre la main sur ces questions sociétales et porter des messages? Ou est-ce que ça risque d'être compliqué parce qu'ils ont des contrats, parce que l'image, ils sont quelque part des influenceurs? Aujourd'hui, est-ce que vraiment les casters, les influenceurs e-sport et les joueurs doivent en parler? Oui, tout à fait. En fait, moi là-dessus, j'ai une position qui est assez claire. Oui, à 100%. Et c'est marrant pour ceux qui ont regardé le documentaire de The Last Dance sur Netflix avec Michael Jordan. On revenait sur ce point. Michael Jordan, justement, à l'époque, on lui avait demandé de prendre parti dans une élection locale entre un candidat afro-américain et un candidat blanc raciste en face et qu'il n'avait pas voulu, en disant qu'il c'était quelqu'un de neutre. Et évidemment, aujourd'hui, on réalise tous et toutes que la neutralité n'existe pas. La non-action est une action. Donc effectivement, après, c'est difficile parce que tout le monde n'est pas au fait des choses. Tout le monde n'est pas spécialement éveillé, on n'a pas envie. Voilà. Et puis, des fois, il y a des gens qui sont juste des gens qui disent en fait, je suis dos aux jeux vidéo, j'ai envie de rester dans le jeu vidéo, et on rentre dans le fameux débat du est-ce que ça doit être politique, pas politique, etc., qui est en fait, je pense, un faux débat. Mais oui, personnellement, je suis persuadé que plus que jamais, on a besoin de rôle modèle, aussi parce qu'on vit dans une époque d'influenceurs et d'influenceuses, et les gamers, aujourd'hui, les pro-gamers sont un peu les nouveaux skateurs, ils ont une influence sur la jeunesse, et on doit leur demander d'avoir une responsabilité là-dessus. Et effectivement, les gens pourront te dire « Ah, on ne peut plus rien dire » ou « Ah, c'est la fin d'une forme d'innocence, etc., etc. » Mais encore une fois, le point central, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas de neutralité possible en fait, là-dessus. Donc après, on ne demande pas aux gens de devenir forcément militants encartés, etc., etc. Mais je vois de plus en plus, et notamment sur Twitch, et pas que des pro-gamers, mais aussi des streamers qui avant étaient les fameux donc, streamers apolitiques, c'est pas mon problème, etc., commencent à comprendre que même par des touches subtiles, ils peuvent en tout cas aider et qu'ils ont une responsabilité. J'ai eu des débats avec beaucoup de streamers qui disaient je ne suis pas responsable de ma communauté, etc. Donc des gens qui essaient un peu de s'en laver les mains. Et évidemment, ils se rendent compte parce que, mine de rien, même si
même si les woke et les SJW font chier tout le monde sur les réseaux sociaux, à la fin, il y a un message qui se diffuse, et il y a des débats et des questions qui se créent. Donc oui, il y a une vraie responsabilité là-dessus. Oui, le système de rôle modèle, il est vieux comme le monde et il marche, évidemment. Tu t'engages souvent quand tu es jeune parce que tu es inspiré par ton idole, que ce soit en sport, en musique, en chanson, même dans le boulot, par un prof. Il y a des rôles modèles. Et oui, leur représentation est importante. Et dans le jeu vidéo, c'est d'autant plus, je trouve ça d'autant plus intéressant que le jeu vidéo est souvent un endroit où au début, tu t'inventes une identité. Et en fait, du coup, ton identité importe moins que tes actions et qui tu es, puisque ton nom est modifié, des fois ton apparence est modifiée. Donc je trouve ça très intéressant aussi ce que ça crée d'un point de vue conversation, qu'elle soit toxique ou qu'elle soit vertueuse. Mais en tout cas, le jeu vidéo doit prendre sa part, et surtout que le jeu vidéo part de loin. Encore une fois, c'est un milieu qui est extrêmement homogène, qui est extrêmement peu divers dans tous les sens du terme, et qui part d'assez loin. Mais en même temps, je trouve, et c'est ce qui me donne un peu de courage, c'est que c'est aussi un milieu qui est plus jeune que d'autres milieux qui sont touchés par ça, donc le sport dit traditionnel, ou je sais pas, le cinéma, qui sont touchés par des systèmes de caste, de famille, qui ont duré des siècles et des siècles, etc. On est comme une culture qui est plus jeune, qui est peut-être moins mature, mais qui, je pense, a plus de coups des franches pour se déconstruire. On l'espère effectivement de voir cette jeunesse être plus au fait de ces thématiques-là. Néanmoins, je trouve que on prend plus facilement ce sujet à bras le corps, puisque voilà, comme on souhaite, on dit que le jeu vidéo est ouvert à tous, qu'il n'y a pas de genre, de race, ou autre chose. Et je tends à croire qu'effectivement, les joueurs et les joueuses vont plus facilement être ouverts et espérer effectivement que des influenceurs, moi c'est vrai que j'en vois aussi, qui commencent à se positionner ou dès qu'ils sont face à des mauvais comportements, disent clairement non, là c'est pas possible, tu peux pas dire ça, ou franchement c'est juste pas ouf. Donc clairement, je pense qu'il y a une évolution des mentalités. Toi, Désiré, en termes d'organisateurs d'événements, on le disait tout à l'heure, peut-être qu'il y a des organisateurs d'événements qui sont moins sensibilisés à la question de la diversité. Aujourd'hui, avec ton expérience, comment tu travailles cette question? Est-ce que tu as déjà pu mettre en place des choses pour favoriser la diversité, peut-être au moment du mouvement Black Lives Matter? Est-ce que tu peux parler de ton expérience à ce moment-là? Oui, alors effectivement, quand ce fameux drame est arrivé et que le hashtag Black Lives Matter s'est amplifié, j'avais encore des responsabilités dans le groupe ESL. Et c'est vrai que j'étais assez actif au niveau du groupe. Alors, il faut savoir que le groupe ESL, c'était à l'époque 400 ou 500 employés dans le monde, avec peut-être une petite poignée, voire moins de cadres afro d'origine africaine. Et c'était toujours compliqué d'aborder ce sujet, puisque finalement on a l'impression quand on se retrouve comme ça, je crois que je devais être le seul cadre manager lorsqu'on faisait nos grands messes internationales, et on a toujours un peu l'impression de parler de soi-même quand on rentre dans des discussions de ce type-là. Mais du coup, quand ce drame est arrivé, ça a un peu secoué tout le monde, et sans même que j'ai besoin de prendre la parole, l'ensemble de l'encadrement jusqu'au plus haut niveau, Ralph Fletcher, Craig Levin ou David Neschel, qui étaient les grands patrons à l'époque, on souhaitait que quelque chose se mette en place. Donc il y a eu un groupe de travail qui s'est mis sur cette thématique, et évidemment j'ai sauté à pieds joints dans ce groupe. Mais c'est comme tout. Alors ça me fait penser vous savez, à chaque fois qu'il y a un drame en France, il y a une loi qui sort, hein, ou en tout cas il y a un groupe parlementaire. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une réaction. Voilà, c'est ça. Et puis après, 6 mois après, on n'entend plus parler. Et là, c'était un peu ça. Au début, on sentait bien que tout le monde se sentait touché, concerné. Et puis au bout de 6 mois, on voit bien qu'on est passé à autre chose. Et c'est hyper frustrant. Et encore une fois, c'est pas un calcul ou quoi que ce soit. Je pense que tout le monde a été complètement sincère dans la démarche. Mais on sent bien
personne ne sait exactement comment aborder ce sujet, comment traiter ce sujet. On ne va pas parler de quotas, on ne va pas parler je sais pas, de mesures qui puissent favoriser tel ou tel. Et du coup, oui, moi, j'avoue qu'au bout de quelques mois, j'ai eu cette frustration-là de me dire, mais à quoi je sers quoi, dans tout ça. Et en fait, je me dis, alors je suis pas psychologue, donc c'est toujours difficile d'en parler, mais finalement, est-ce que chacun ne voit pas par le prisme de lui-même, quoi. Est-ce que les gens se sentent vraiment concernés quand ils sont pas eux-mêmes impliqués? Donc c'est quelque chose qui m'a un peu brassé. Bon, je sais que j'ai appris récemment que le groupe avait été relancé, mais le groupe est mort de sa petite mort, et là il s'est relancé récemment apparemment, et j'espère que cette fois-ci il aboutira vraiment à quelque chose, parce que je sens une vraie volonté d'y aller. C'est juste que je sens que autant on est capable aujourd'hui d'investir des millions sur tel ou tel projet, autant c'est pas le genre de projet hyper vendeur, et sur lequel j'ai l'impression que les groupes, quels qu'ils soient, sont prêts à investir de vraies ressources et de vrais moyens. Donc voilà, donc plutôt une grande frustration de ne pas avoir pu par moi-même faire bouger les lignes dans ce groupe-là, mais en même temps, bon, quand même content de voir que les gens se sentent quand même concernés, et que ce n'est pas juste une question qu'on balaye, c'est juste voilà, trouver le chemin. C'est ça qui est compliqué. Oui. Peut-être que le chemin qui sera tracé sera peut-être avec des guides et d'autres choses. Moi, je sais que dans la scène Smash Bros, il y a eu des choses qui ont été créées, notamment un code de conduite suite à plusieurs attaques sexistes, racistes et j'en passe. Francis Sport, aujourd'hui, prend cette question à bras-le-corps avec un groupe de travail diversité, mené par Nicolas Bézombe. Je pense qu'on le connaît, qu'on connaît par cœur. Et du coup, on va pouvoir travailler aussi sur ce genre de choses, des codes de conduite, aussi travailler sur la question de référents diversité au sein d'organismes e-sport, avec peut-être l'espérance que avec des ressources diverses et variées, on pourra faire avancer les choses et faire bouger les lignes sur ce sujet. Malheureusement, on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup à vous trois. On pourra durer des heures et des heures sur ce sujet, et je pense quoi, un que événement e-sport qui n'est pas un événement en retard? Ça n'existe pas. Désiré, tu sais très bien. Ah là là. Malheureusement, je pense que les autres intervenants ont des rendez-vous B2B avec d'autres participants de la convention. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Je l'espère qu'elle vous aura permis de vous sensibiliser à la question et de vous y intéresser. Juste en dernier mot, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Twitter, Twitch, je ne sais où. Si on a envie de suivre votre actualité, Désiré. Oui, moi, c'est plutôt sur LinkedIn que moi je suis très actif. Donc si vous voulez me chercher, vous me cherchez mon nom, vous mettez e-sport à côté de Désiré dans LinkedIn, vous me trouverez tout de suite. Voilà, donc c'est Très bien. et beaucoup l'Afrique aussi, c'est un sujet sur lequel je suis très présent. Donc si vous voyez des conférences en Afrique, des web conférences en Afrique, généralement je suis pas loin. Effectivement, j'aurais tellement voulu qu'on puisse en parler, malheureusement ce ne sera pas le cas. Jennifer, j'imagine qu'on te suit avec Afrogameuse? Tout à fait, sur Twitter, un peu sur tous les réseaux. On est présent sur Twitch. Si vous avez envie d'aller suivre Afrogameuse sur Twitch, c'est Afrogameuse avec un S à la fin. Et puis sinon, on a le site qui vient de se lancer aussi. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur l'assaut, faut aller sur afrogameuse.com. Voilà. Et puis on n'oublie pas que vous organisez un événement le 19 juin sur Paris. Allez suivre leur actualité. Et puis Lame, est-ce qu'on doit encore dire où est-ce qu'on te retrouve? Et oui, tous les jours. Moi, je suis tous les jours à 11h et je parle de tech, de société, de tout ce qui est autour de la technologie, du numérique. Donc tous les jours à 11h sur Twitch, justement, sur la chaîne Les Numériques, au pluriel aussi. Et donc voilà, on fait une quotidienne et c'est très bonne ambiance. Venez! Eh ben, merci beaucoup. On n'oubliera pas d'aller suivre les numériques Afrogameuse et puis toi, Désiré, sur LinkedIn. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. N'oubliez pas qu'il y a la table ronde, la dernière conférence sport et e-sport dans pas très longtemps. Et puis, on se dit bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci. Merci. Ciao, ciao. Merci. Salut à tous.